Bonjour à tous. Bonjour. Déjà merci à Wax de nous avoir sélectionnés. Donc aujourd'hui on va vous parler de Michelin, 120 ans. Donc Michelin pour ceux qui n'ont pas compris la bague, qui se met à liasser. Michelin, juste pour vous donner quelques informations, notamment, alors, qui ne connaît pas les pneus Michelin? Je pense que je ne pose même pas la question, j'espère, en tout cas. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc on sait faire des pneus, des bons pneus. Et puis on a aussi pas mal de solutions derrière ça. Donc on a ce qu'on appelle le Around Tire. Donc ça c'est plutôt des services liés, gestion de flotte par exemple, louer des pneus, voilà, les suivre leur cycle de vie. Et puis d'autres offres type électrification de flotte de véhicules, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a Euromaster aussi par exemple dans les différentes filiales. Et puis, on a une partie aussi qui s'appelle Beyond Tires. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui... Enfin, vous en doutiez peut-être un petit peu, mais on parle du guide rouge. Je ne sais pas si ça vous parle. Non? Qui est-ce qui ne connaît pas le guide rouge dans la salle? Tout le monde connaît le guide rouge? Les étoiles Michelin, ça vous parle? Voilà, ouais, c'est mieux. Donc voilà, il y a pas mal de services autour de ça, ce qu'on appelle les services autour de la mobilité, on va dire. Par exemple, via Michelin, etc. Quelques chiffres, parce que voilà, tout le monde aime bien mettre des chiffres. On a 80 sites de prod, ça c'est un chiffre qu'il va falloir retenir. Site de production, c'est là où on fait des pneus, hein, d'accord. On a à peu près un peu plus de 2000 applications, alors ça évolue régulièrement, hein, et on est 120 000 dans le groupe. Et à l'IT, on est environ 4500. Pour donner du contexte sur ce qu'on va venir vous présenter. Et donc du coup, moi je suis un jeune développeur quelque part entre 2003 et 2015. Et du coup, je veux provisionner de l'infra chez Michelin parce que je dois développer une application relativement simple qui va être déployée sur 2 application servers avec un load balancer en front et une base de données pour stocker les données. Donc du coup, je veux provisionner mon environnement de dev pour commencer à tester mon app. Et ensuite, je vais pouvoir déployer ça sur mes 80 data centers qui sont liés à mes sites de production. Du coup, Guigui, t'es mon archi, tu vas me dire comment je fais pour provisionner cette infra. J'ai une console quelque part, je suis autonome? Alors là, mon gamin, ça va être un peu compliqué. Donc on est entre 2003 et 2015. On travaille avec des partenaires d'infrastructure, donc plusieurs, donc des partenaires pour la partie serveur, network, etc. Et il va falloir que tu les contactes. Et pour les contacter, on a un processus cadré à travers des contrats. Et tu vas leur faire un ticket et leur demander exactement ce que tu veux obtenir. Donc là, le jeune développeur que je suis tombe un peu de sa chaise. Mais bon, s'il faut le faire, je commence juste à travailler, donc ok, on va le faire. Bon, je me rappelle quand même que je vais faire une requête pour ma dev et je vais faire 80 requêtes pour mes 80 data centers. Donc on approche un peu du cauchemar. Mais bon, je fais ma requête et puis je vais attendre un petit peu de temps. Je vais attendre très longtemps. Quelque chose comme 2 mois plus tard, je suis content. Ça y est. Mon partenaire d'infra me contacte pour me dire que mon infrastructure est provisionnée. Bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir commencer à travailler, Guigui. C'est bon, c'est là. Alors super. Par contre, avant de sauter de joie, je pense qu'il faudrait que tu passes quelques minutes juste à regarder ce que t'a fourni ton fournisseur d'infrastructure, ce qu'il t'a mis à disposition, et t'assurer que c'est bien exactement ce que t'as demandé. Eh ben, je vais regarder. Et donc, si tu peux passer la slide. Eh bien, effectivement, c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. J'ai mes 2 serveurs mes 2 application servers qui sont pas du tout sizés comme j'ai demandé, pas le même sizing pour les 2. Ma base de données aussi n'a pas les bons paramètres. Donc du coup, là, on est vraiment sur un petit échec. Donc vous comprenez très rapidement en fait que effectivement Raphaël il est bouleversé, mais bon ça veut dire que aussi derrière il travaille pas pour le fun, hein. Donc il y a des équipes projets, il y a un business qui attend pour produire des pneus, pour en produire plus ou mieux, et donc il y a un ensemble de personnes, on les a cités là, les ops, les équipes de management, business, les ops qui se retrouvent avec des serveurs qui sont jamais configurés pareil. Donc quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau problème à chaque fois. Et donc à la fin, on vous l'a bien résumé, hein, je pense, c'est un cauchemar pour tout le monde. Donc le but de ce Rex, de cette présentation, c'est de vous expliquer, on vous l'a dit, hein, sur une timeline, entre 2003 et 2015 ce qui se passait, et puis à nos jours. Les différentes évolutions
par lesquels on est passé, notamment dans le titre, on l'a cité, à travers l'infrastructure as code. Et donc là, en fait, vous avez 2 personnes, on n'est pas que tous les deux. Hein. Tout à l'heure, on entendait des petites équipes, et c'est vrai que c'est super ce qu'ils ont réussi à réaliser. Voilà, on est dans un groupe qui est assez important. Donc là, voilà, vous avez 2 personnes qui ont participé à la création de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, donc, qui nous sommes, très rapidement. Alors, moi, c'est Raphaël Gonçalves. Je travaille chez Michelin depuis maintenant 7-8 ans. Et je suis aujourd'hui tech lead d'une équipe qui s'appelle IT Automation, qui va gérer tout ce qui est outillage autour de la CI/CD et aussi du provisioning d'infrastructures chez Michelin. Et donc Guillaume Hospital, moi je m'occupe essentiellement de la partie cloud, comme je suis cloud product owner, pardon. Et donc mon objectif c'est de travailler sur la stratégie du cloud, du multi-cloud, et voilà, de permettre à Raphaël et aux différentes équipes IT de consommer le cloud. Donc du coup, si on fait un petit état des lieux de là où on en était en 2015, à la fin de notre petit jeu d'acteur, qui vous a, j'imagine, bien surpris, on peut voir déjà qu'il y avait quand même des points positifs à cette façon de fonctionner. C'est que du fait de travailler avec un provider d'infrastructure, il nous imposait des standards. Donc du coup, je savais que si je passais d'une application A à une application B, je retrouvais les mêmes standards du serveur A au serveur B. Le standard servait aussi à appuyer leur modèle de support. Donc du coup, si on suivait leur standard, du coup, ils pouvaient nous supporter de la meilleure des manières. Donc on avait une expérience standardisation et support modèle plutôt confortable. Par contre, comme on l'a un peu joué avant, la notion de répétabilité n'était pas du tout là. D'un serveur à l'autre, d'un environnement à l'autre, on avait beaucoup de delta, ce qui faisait aussi beaucoup d'allers-retours. Et donc l'organisation qu'on avait en place avec notre fournisseur d'infra, c'était vraiment du client-fournisseur, et on faisait beaucoup de ping-pong pour réussir à obtenir ce qu'on voulait réellement. Donc vous l'aurez deviné, c'est des service requests, il n'y avait rien as a service. Nos partenaires d'infra faisaient de l'automatisation manuelle qui valait ce qui valait à l'époque. Et un autre point noir qu'on avait à ce moment-là, c'est que finalement, la vision de l'infrastructure était supportée par notre partenaire d'infra, et pas par Michelin. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pouvait être un petit point noir si on voulait maîtriser l'IT chez Michelin. Et enfin, comme on l'a dit avant, Michelin, ça a plus de 120 ans aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, en 2015, on a une infra à 100% on-prem, forcément. Et donc à ce moment-là, voilà, il y a quelques licornes qui apparaissent. La première, je pense que tout le monde l'a subi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tout le monde connaît l'agilité. Donc effectivement, ça a amené de nouveaux paradigmes. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? On s'est assez vite rendu compte que notre manière de consommer l'infrastructure, notamment à travers nos providers, nos différents partenaires, c'était pas compatible avec ça. Et puis, à cette époque-là, on commence à... tout le monde a bien entendu parler du cloud, mais nous, de notre côté, on commence à réfléchir justement sur ces nouveaux modèles de consommation, sur le cloud et ce que ça peut nous amener en termes de maturité. Un point noté aussi avec l'agilité, c'est que du coup, à l'époque du cycle en V, c'était OK d'attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois pour obtenir une infra, parce qu'on avait un cycle assez effet tunnel. Alors qu'avec l'agilité, justement, il faut qu'on réponde beaucoup plus rapidement, et cette méthode de consommation était plus trop acceptable à ce moment-là. Et donc du coup, on a commencé quand même à réfléchir comment un peu plus automatiser nos demandes manuelles, ce qui est un peu paradoxal, mais on a commencé à penser à ça. Et chez Michelin, on avait une application qui s'appelle D4X, qui était un référentiel d'application, un référentiel de serveur, et qui nous servait aussi à contextualiser notre CI/CD. Donc en gros, c'était de l'injection de configuration au moment du déploiement dans nos pipelines Jenkins. Et du coup, on s'est dit, cette application, elle a quand même beaucoup d'informations qui est liée à notre infra. Donc pourquoi ne pas créer une nouvelle feature dedans, ajouter un catalogue de services. Donc par exemple, dans D4X, je vais pouvoir sélectionner une Red Hat et un Tomcat. Et automatiquement, ça va me générer ma requête ServiceNow qui partira à mon provider d'infrastructure. Donc on a commencé à ce moment-là à standardiser la manière dont on demandait l'infra pour au moins limiter l'erreur humaine au moment de la demande. Exactement, donc voilà plein de choses qui ont été faites de notre côté Michelin. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, c'était toujours manuel d'un point de vue fournisseur d'infrastructure. Donc des problématiques d'automatisation, standardisation, etc. Donc ça c'est pareil, voilà, c'est des problématiques qui sont présentes et on va vous expliquer comment on les a taclées. Donc on se dit, ok, nouveau modèle, il y a du cloud qui arrive dans la picture.
Juste pour vous donner un peu plus de contexte sur l'organisation, on avait une équipe assez importante, d'une 50aine de personnes, on va dire, qu'on appelait à l'époque Method and Tools. Donc forcément, c'était là pour fournir les méthodes et outils. Donc les premières bribes de standardisation dans la consommation de l'infrastructure, de comment on fait des applications, etc. Et cette équipe, donc il y avait une toolbox, on vous a mis quelques exemples autour de Jenkins, GitLab, et puis cette équipe avait en charge aussi de faire de la veille, c'est-à-dire de la veille, mais pas que dans le contexte d'un cloud provider, mais de la veille autour des technologies de développement, etc., et des méthodologies aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, voilà, il y a Azure. Donc on commence à toucher un petit peu du doigt ce que ça veut dire le cloud. Donc effectivement, c'est facile, c'est-à-dire que par rapport d'où on vient sur le on-premise, c'est facile de consommer de l'infrastructure. Ça nous permet d'avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a plus ce mode ticketing, etc. Donc ça, c'était des choses qui étaient super intéressantes pour nous. Et puis, voilà, forcément, c'est facile, ça consomme rapidement, on arrive à rapidement provisionner de l'infrastructure, des services. Et on notait déjà une certaine couche d'automatisation, c'est-à-dire que l'automatisation, on en parlait déjà de notre côté, mais voilà, on commençait à toucher du doigt sur l'automatisation d'un point de vue infrastructure. Alors du coup, moi je me rappelle, j'étais là quand on a poussé le cloud chez Michelin de cette manière-là. Effectivement, c'était facile à consommer, mais c'était une consommation à travers un portail avec des ressources d'infra partagées. Et donc du coup, pour provisionner notre infra dans les bonnes zones réseau, avec les bons VNet, les bonnes souscriptions et autres, on avait un PowerPoint qu'on se partageait pour dire si c'est de la prod, ça va ici, si c'est de l'indus, ça va là. Donc du coup, c'était quand même pas le feu à consommer à ce moment-là. Donc les problématiques de référentiel étaient toujours là, les problématiques d'industrialisation n'étaient pas encore taclées, on n'était pas encore à notre cible. Mais c'était quand même le feu. Donc voilà, donc, ce que dit aussi Raphaël, c'est que derrière, c'était très compliqué de scaler ça à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez cette équipe centrale Method and Tools, mais derrière, il faut bien comprendre qu'on était à peu près, à l'époque, on était 2500, 2600, et il fallait alimenter en fait toutes ces équipes. Et donc du coup, on s'est dit, on a toujours notre petite application au milieu là, qui s'appelle D4X, qui fait déjà du provisioning automatique pour des requêtes manuelles. Pourquoi on ne simplifierait pas la consommation du cloud et on ne masquerait pas la complexité de référentiel avec cette application? Et du coup, c'est ce qu'on a fait, simplement. On a utilisé le côté APIisation des cloud providers. Donc Azure fournit des possibilités de créer de l'infrastructure avec des templates ARM, qui sont grosso modo une payload JSON qui va décrire notre déploiement de notre infra. Donc D4X va taper les API d'Azure pour créer l'infrastructure avec ces templates ARM qui sont standardisés du coup. On a commencé aussi à apporter quelques couches de sécurité avec des scripts custom pour faire le hardening de nos VM. On a aussi apporté des nouvelles façons de penser qui étaient un peu en rupture aussi avec ce qu'on faisait sur cloud. C'est que sur cloud, on mutualisait un peu nos serveurs pour des raisons de coût et autres. Sur Azure, on s'est dit, là, non, on aura une application, un environnement, un serveur. Pour des questions d'opérabilité, de responsabilité et autres. Et donc, du coup, avec cette approche, avec l'outil au milieu qui nous permet d'avoir un formulaire de création d'infra, on était vraiment sur une approche plus libre à utiliser et plus simple à consommer. Donc voilà, donc comme l'a dit Raphaël, on était un peu dans l'émotion à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on partait de tellement loin par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans la manière de consommer du cloud. Et donc on est parti, on a avancé, on a vraiment outillé toute cette partie-là. Et puis par contre, on s'est heurté à des problématiques d'organisation. Forcément, des techs qui pensent à des choses, ça oublie certains moments, ça oublie les best practices et l'organisation. Et donc on avait toujours les problématiques d'industrialisation, de standardisation. Et puis là, on commençait à se dire aussi, mais attends, notre on-prem, on pourrait quand même faire des choses, et notamment utiliser des briques similaires. Et donc, à ce moment-là, petit heads up. Et à ce moment-là, comme on a poussé Azure de manière un peu en rupture, comme je le disais tout à l'heure, ou anarchique chez Michelin, on a eu de l'amélioration sur certains aspects, mais aussi de la dégradation de l'expérience sur d'autres aspects. Par exemple, toutes les notions de standardisation et de support, on avait un standard très calé, très fixé, et du support très calé et très fixé sur du on-prem, qu'on n'avait pas du tout poussé sur Azure. Une VM sur Azure ressemblait pas du tout à ce qu'on avait sur le on-prem. Et donc du coup, pour l'adoption, c'était pas forcément un gain. Niveau organisationnel, de la même manière, on a eu une équipe qui a voulu faire une percée et qui a poussé du cloud, donc c'est cool, mais pour autant, l'organisation s'est pas structurée autour de cette nouvelle façon de consommer. Donc il y avait encore des choses à améliorer là-dessus.
Par contre, on a vu des bons gains sur tout ce qui est répétabilité. Là, vu que j'utilise des templates pour provisionner, je sais que mon provisioning A et mon provisioning B, si je donne la même chose, seront les mêmes. C'est un gros gain. On gagne aussi en vitesse, bien entendu. On a du coup du as a service, mais par contre, pour scaler à l'échelle de l'entreprise, on a encore quelques difficultés à ce moment-là. On a aussi récupéré un petit peu de la vision de notre infrastructure chez Michelin. On a commencé à palper finalement ce qu'était de gérer de l'infra, ce qui était quand même pas rien à l'époque, donc on a pris de l'épaisseur sur ces domaines-là. Et même avec cette approche-là, on a quand même réussi à l'époque à migrer une partie de notre workload on-prem vers du cloud, ce qui était quand même pas gagné. Et on est passé du coup à 95% de notre infra on-prem et donc 5% sur le cloud. Et donc à ce moment-là, voilà, il y a encore des choses à travailler. Donc c'est les premières bribes, la première licorne, on parlait de plateforme à l'époque déjà. Donc plateforme, ça veut dire approche produit, enfin ces concepts-là commençaient à arriver. Et puis être capable de se dire aussi que ces plateformes, elles devaient récupérer cette fameuse expertise qui avant était reposée sur les épaules de nos fournisseurs. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième, le cloud ça évolue très très vite, mais vraiment très très vite. Comparé à ce qu'on vivait auparavant on-prem, c'était vraiment, enfin on a senti vraiment une rupture là-dessus. Par contre, voilà, on réfléchit toujours à utiliser des briques similaires, que ce soit sur le on-premise ou sur le cloud, pour éviter de réinventer la roue, hein, parce qu'à la fin, le on-prem, c'est du IaaS, hein, c'est de la VM, et puis petit à petit, on se dit, le cloud, c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas des briques à réutiliser? Donc là, il y avait des choses aussi à travailler, notamment pour garder une certaine cohérence et conserver, on va dire, l'abstraction de la complexité qu'on a amenée à travers des 4X, etc., pour nos développeurs, pour nos équipes projets. Et donc, voilà, ça, c'est les premières licornes. Et la dernière, qui est importante, on l'a vu dans les différentes presses, c'est le change management. C'est comment on a travaillé aussi avec les équipes pour s'assurer qu'elles sont capables d'absorber le changement. C'est-à-dire que voilà, les gens sont très installés, ça faisait des années qu'ils travaillaient sur du on-prem, et là, passer sur du cloud, on sentait quand même qu'il y avait une certaine hésitation en fait. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on shift un petit peu notre façon de penser, faire un shift left, c'est un peu un terme à la mode, mais on l'a un peu fait à l'époque en 2018. C'est-à-dire qu'on a du coup shifté un peu notre responsabilité d'infra un peu plus côté Michelin, et on a voulu aussi appliquer les principes du cloud au monde de l'on-premise. Voilà, on parlait de culture DevOps. Hein. Exactement. Et donc du coup, à l'époque, on a créé du coup deux plateformes, une plateforme IT Automation et une plateforme cloud. Et la plateforme IT Automation, donc, qui est l'équipe dans laquelle je suis encore aujourd'hui, était composée de 2 squads. Une squad ITA qui gérait tout ce qui était outils de CI/CD et plutôt orienté DevOps, et une équipe aussi formée de personnes, de membres de notre partenaire d'infrastructure. Et donc c'était un gros changement à cette époque-là d'avoir quand même une équipe de notre fournisseur d'infra qui était au sein de Michelin, qui travaillait avec les équipes Michelin et qui était pilotée par un product owner Michelin. Ce qui fait qu'ils ont travaillé à ce moment-là sur l'implémentation de notre vision de consommation de l'infrastructure. Pour arriver à ça, bien entendu, il y a eu des négociations de contrats pour qu'on change aussi le paradigme. Mais à ce moment-là, c'était quand même un gros changement, c'est-à-dire que c'est nous qui demandions comment consommer de l'infra. Donc voilà, donc là, ça c'est sur la partie on-premise. Sur la partie cloud, donc là c'est l'équipe dont j'ai la responsabilité aujourd'hui. Le cloud, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça évolue très très vite en fait. Donc on s'est dit tout de suite, on va séparer, on va avoir 2 équipes pour être capable d'absorber en fait cette vitesse et ces différents changements qu'on peut voir s'opérer sur le cloud. Et donc la cloud platform, l'objectif, c'était de fournir aussi les briques, de consommer déjà les briques que Raphaël pouvait mettre aussi à disposition de son côté à travers le on-prem. Donc on vous a mis quelques technologies ici, essentiellement Ansible et AWX. Donc Ansible pour la partie playbook, configuration de nos VM, et puis AWX qui était là plutôt pour la partie orchestration. Et donc voilà, la cloud platform a pour vocation en fait de travailler sur les briques du cloud et aussi de discuter. Donc il y a un PO et l'objectif c'était vraiment de travailler dans la main pour essayer d'avoir une approche vraiment commune autour de l'outillage. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on est passé en mode plateforme? Là, c'est plutôt la partie IT Automation. La première chose qu'on a fait, c'était d'aller voir les gens de l'infra. Moi, en tant que dev, je vois les gens de l'infra comme des gens barbus qui travaillent avec des petits scripts dans leur coin et qui ne partagent pas forcément leur vision as code. C'est faux. Oui, t'es de l'infra et t'es pas barbu.
Mais du coup, on a été les voir et puis on a essayé de travailler avec eux justement pour qu'ils puissent fournir tout ce qu'ils font en automation, consommable à travers des API, et du coup leur donner la philosophie du as-code, ce qui était loin d'être le cas à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on a été voir par exemple nos équipes réseau pour qu'ils nous fournissent des API pour pouvoir consommer des services de réservation d'IP, des services d'enregistrement DNS, qu'on puisse consommer as-code. Donc c'était déjà un premier gros gap. On a aussi travaillé sur la notion de référentiel en développant des applis custo, des API, pour pouvoir interroger le référentiel pour savoir dans quel réseau, dans quel VNet allaient être provisionnées nos infrastructures. C'était un peu des connaissances que seul notre partenaire d'infra avait à l'époque. Et là, on l'a shifté vers une application consommable via API également. Et du coup, comme je disais aussi tout à l'heure, on avait notre équipe de partenaires d'infra qui était à côté de nous, qui eux, du coup, se sont attelés à créer des scripts d'automatisation du provisioning de l'infra. Et donc, du coup, ces scripts-là allaient, grosso modo, taper les composants VMware de nos infras pour provisionner les virtual machines de manière automatique, de faire les post-installations qui allaient bien, etc., etc. Et dans le même temps, ils travaillaient sur une API qu'on pouvait interroger pour pouvoir effectuer ce provisioning d'infra avec des outils comme Ansible et AWX. Nous, côté D4X, enfin côté équipe Michelin chez IT Automation, on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de taf avec la partie infra. On a aussi, pendant ce temps-là, réécrit D4X, qui était à l'époque une application en Groovy, Java 7, tout ça, pas très sexy, en Spring Boot 2 à l'époque, et Java 8 encore à l'époque. Et donc du coup, en plus de ça, donc on a aussi travaillé sur toute la partie infra as code au milieu, donc les scripts Ansible qui vont être capables d'interroger toutes ces API, et AWX qui va orchestrer l'ensemble de ces scripts et qui fournit des API qui pourront être appelés par D4X. Exactement. Donc D4X, notre cloud broker, hein, vous l'avez compris. Voilà. Et juste un petit point en plus, c'est qu'il y avait aussi une partie du management qui était un peu craintive sur le fait qu'on aille toucher de l'infra en automation, parce qu'il y avait tout le process utile qui était mis en place, et c'est très important de faire des changes, de tracer tout ce qu'on effectue sur des machines, surtout en production. Et donc du coup, on a aussi travaillé avec nos équipes qui géraient ServiceNow à ce moment-là pour qu'on puisse automatiser la création de tous ces éléments de traçabilité bien chers aux principes utiles, pour que du coup, le change soit aussi présent pour nos équipes de management, qui soient rassurées qu'on ne casse pas les prods. Et donc, côté cloud platform, en fait, il y a différentes missions. Donc, je vous en ai donné une partie, notamment en relation avec IT Automation. Mais nous, de notre côté, on travaille sur la stratégie, notamment donc cloud, mais multi-cloud. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'Azure, mais aujourd'hui, on est multi-cloud. On a travaillé aussi sur des concepts de landing zone. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez dans le portail Azure, c'est assez facile de consommer une machine, de créer un VNet, de créer votre source group, de poser votre machine à l'intérieur. Sauf qu'à l'échelle de l'entreprise, en fait, il y avait pas mal de problématiques à traiter. Notamment donc, ce qu'on appelle la landing zone. Vous avez un petit schéma sur la gauche là qui représente. Alors, je ne pouvais pas mettre la landing zone chez nous pour des raisons de confidentialité, mais voilà, ça c'est les best practices Microsoft. Donc, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi que notre partenaire faisait beaucoup de choses. Et donc, voilà, sur cette landing zone, de travailler la scalabilité et la modularité. Donc, travailler sur comment je monte cette landing zone, comment je la fais coller avec l'organisation qu'on avait et qu'on a encore chez Michelin. Des gros sujets autour de la sécurité, donc développer un framework, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'on appelle CSPM, etc., ça n'existait pas, on consommait le cloud comme on pouvait, donc voilà, écrire plein de routines, de policies pour s'assurer qu'on définit le cadre de consommation pour nos utilisateurs. Aussi, très rapidement, on s'est mis sur les concepts d'IAC, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, on l'écrivait, il y avait une code base, et ça nous permettait en fait très régulièrement, toutes les nuits, de contrôler s'il y avait un drift. C'est-à-dire qu'on faisait tourner à l'époque, on était encore sur du Ansible, on a migré depuis, mais on était sur du Ansible, on le faisait tourner régulièrement pour s'assurer que ce qu'on avait dans notre code base était bien l'équivalent de ce qu'on pouvait trouver en production. Et puis, il y avait des choses aussi qui étaient très importantes et chères à nos utilisateurs. Donc, Raphaël vous a parlé des processus utiles, etc. Donc, il y a eu des choses aussi qui ont été faites à ce niveau-là. Mais on a aussi travaillé sur le service offering. C'est-à-dire qu'auparavant, notre partenaire d'infrastructure opérait une grande partie de nos solutions et donc de l'infrastructure.
Et donc quand il y avait un problème, eh ben, on tapait tout de suite sur notre partenaire en disant c'est ta faute, t'as encore cassé des trucs. Là on s'est dit dans le cloud il va falloir quand même à minima rassurer nos utilisateurs, parce qu'on on avait quand même une ambition très forte de sortir du on-prem pour aller dans le cloud. Comment on va faire pour justement les faire adhérer à la consommation du cloud. Qui dit cloud dit je construis rapidement, je monte vite des solutions, je monte vite aussi du poop. Ça devient vite compliqué, donc il y a forcément les notions de FinOps qui sont arrivées très rapidement. Donc là c'est pareil, monter une organisation, une structure qui permet de contrôler et de s'assurer qu'il n'y ait pas de coûts trop importants. Et, voilà. Et puis la dernière partie, en fait l'équipe cloud, une des grosses missions qu'on a aujourd'hui, c'est que, vous l'avez vu, on est quand même pas mal de filiales. On rachète régulièrement des sociétés. Voilà, elle voulait consommer du cloud ou elle consommait déjà du cloud. L'objectif, c'était de leur expliquer maintenant, vous rentrez chez Michelin, il y a 2-3 petites choses quand même à suivre et 2-3 standards à suivre. Donc voilà, donc on faisait quand même pas mal de consulting en interne. Et donc du coup, ça nous a mené à une archi un peu comme ça, enfin même à ça, sur notre consommation du cloud. Donc on a toujours notre broker de cloud au milieu qui est notre D4X et qui nous permet du coup de consommer de l'infrastructure sur notre cloud public, donc Azure, comme sur notre cloud privé, donc qui est notre monde on-prem finalement. Et donc avec une expérience utilisateur similaire, les mêmes standards, etc. etc. Donc on a offert une consommation d'infra libre, en libre service à nos équipes dans les deux mondes. Il y a aussi deux petits gouvernails là, qui sont apparus dans la picture, parce que finalement de 2018 à 2022, il y a un petit challenger qui est arrivé dans le monde de l'IT qui s'appelle Kubernetes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un petit outil sympa. Et le truc qui est cool, c'est que Kube vient avec des API aussi, et ces API sont aussi appelables à travers Ansible et AWX derrière. Donc du coup, on a pu, grâce à nos briques qui étaient finalement solides et les bonnes à ce moment-là, inclure aussi le provisioning de namespace dans des clusters Kube de manière automatisée à travers des 4X. Donc là, c'est vraiment un gros gain d'avoir travaillé sur des bases communes au moment où on a créé ces plateformes. Exactement. Et puis là, il y a des gens qui sont venus nous voir. Ok, bon, super, votre outil D4X, je peux venir consommer. Sauf que moi, j'ai besoin d'un peu plus d'autonomie. J'ai envie de gérer l'infrastructure qui colle à mon application, parce que pour le coup, c'était un peu mon cas quand j'étais côté équipe projet. Moi, j'ai pas forcément envie de consommer ça à travers des 4X. J'ai plus envie de me dire, je veux consommer directement les modules et les produits, en fait, on va dire entre guillemets, qui sont fournis directement. C'est-à-dire que je veux venir consommer du Terraform, je veux venir consommer du Ansible, je veux m'occuper de mes pipelines pour la gestion du drift pendant la nuit. Enfin voilà, j'ai envie de consommer ça à travers ces briques-là. Et là, c'était quelque chose qui était tout à fait rendu possible. C'est-à-dire que je venais consommer ces briques, ces différents produits. Par contre, derrière, j'avais quand même, on vous rappelle, le Cloud Broker, il avait quand même des notions de référentiel, de standardisation. Enfin, il y avait plein de briques qui étaient chères à pas mal d'équipes côté Michelin. Et donc, de ce fait-là, nous, ce qu'on a fait, c'est comment on s'intègre avec eux. Donc, on a continué à travailler en nous laissant de l'autonomie, en consommant directement, mais on a travaillé avec eux pour être capable, justement, de fournir les minima. Et de s'assurer que c'était toujours compatible avec la vision autour de notre Cloud Broker. Donc du coup, si on relève un petit peu la tête par rapport à notre expérience initiale de 2015, on a quand même solutionné arrivé à 2022, quand même un certain nombre des problèmes qu'on avait. Donc on a le standard, le support modèle qui est équivalent entre le on-prem et le cloud. On a apporté tout ce qui est automatisation, répétabilité de la création de notre infrastructure, donc ce qui est quand même un gros gain pour l'expérience de nos devs et nos ops, et la fiabilité de nos applications accessoirement. On a aussi organisé l'organisation pour que tout fonctionne finalement bien avec notre partenaire d'infra et les équipes cloud, et qu'on puisse travailler main dans la main et évoluer tous ensemble et apprendre ensemble. On a donc du coup tout as a service. Par contre, voilà, maintenant il y a deux nouvelles problématiques qui arrivent peut-être maintenant, qui sont que, ok, on a pris nous l'épaisseur technique de la gestion de l'infrastructure dans des équipes centrales, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant que nos équipes applicatives, comme l'utilisateur que tu décrivais avant, gèrent lui-même son infra aussi de manière libre et autonome, et donc de shifter la responsabilité de l'infra, pas que vers les équipes centrales, mais aussi vers les équipes applicatives. Le deuxième truc, c'est que on a quand même encore une grosse empreinte on-prem, et aujourd'hui on va faire du cloud native, du cloud first et du cube first. Donc du coup, va falloir aussi aider les gens de passer du monde on-prem un peu modernisé, mais toujours un peu à l'ancienne, vers du cloud.
Et donc là, comme d'habitude, hein, des petites choses qu'on a appris. Globalement, l'approche produit, donc autour de la plateformisation, l'approche produit, donc récupérer et donc de fournir un service, mais de le shipper, d'aller jusqu'au bout, non pas juste de dire je crée quelques briques, je mets ça sur une étagère et puis on va voir si on s'en sert. Non, non, il y avait vraiment une vraie gestion produit qui est apparue à travers les différentes plateformes. Alors pour la petite anecdote, je le mets entre parenthèses, mais on vous parle de IT Automation et de la plateforme cloud. Par contre, on a d'autres plateformes. On a une plateforme CAS qui s'occupe de gérer les vingtaines de clusters cubes qu'on peut avoir à travers le monde. On a une plateforme dev aussi qui s'occupe de traiter des problématiques autour des technologies de développement. Donc voilà, donc cette forme de plateformisation, ça s'est étendu. C'est ça qu'il faut retenir. On parle aussi de plus en plus de cloud native, c'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal d'applications qui étaient faites pour tourner sur du IaaS, mais dès qu'on commence à sortir du monde IaaS et de consommer du PaaS, de consommer du Kubernetes, etc., ça devient de plus en plus compliqué en fait. Donc voilà, il y avait quand même des choses à travailler à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, hein, petit à petit on sort du IaaS, on shift vers le PaaS. L'infra as code, ça c'est voilà, il y a de plus en plus, Raphaël l'a dit, hein, l'objectif c'est de upskill les différentes équipes projets et qu'elles deviennent consommatrices en fait directes de l'infrastructure as code. De passer sur du GitOps et tous les buzz qu'on peut avoir autour du GitOps, mais qui sont des bonnes choses, hein, sur lesquelles on a investi et sur lesquelles on régulièrement on forme, on explique aux gens. Et en fait, voilà, c'est aussi une manière pour les plateformes de vendre ce qu'on fait. Et ça, c'est quand même, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, on l'a dit sur la partie upskilling et empowerment où côté Michelin, en fait, au-delà de l'IT, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse de plus en plus en termes de management, c'est de responsabiliser en fait les gens, que ce soit les consommateurs d'infrastructures, mais comme les gens qui sont dans les usines, etc. Donc voilà, il y avait cette approche-là qui était assez globale et bien comprise côté Michelin. Et donc du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on doit faire, à partir de mi-2022, notre deuxième shift left, qui est de shifter ce coup-ci la responsabilité de l'infra des équipes centrales vers les équipes applicatives. Donc du coup, c'est pousser l'approche GitOps, pour faire simple, avec tout qui est as code, le code et la source de vérité, enfin toutes les pratiques que vous connaissez. Et donc du coup, pour ça, c'est quand même pas simple, parce qu'on passe d'un monde où on a des 4X au milieu, où on fait du clic-clic et on a une infra qui est montée, à un monde où je dois comprendre mon infra, je dois connaître des nouveaux outils comme Terraform, comme Ansible, donc l'approche n'est pas forcément évidente. Par contre, si tu peux, merci. Par contre, comme on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs plateformes qui apportent leurs briques techniques solides sur lesquelles elles veulent diffuser l'utilisation. Ces briques techniques, on va appeler ça des Golden Pass. Donc chacune de nos plateformes va fournir des Golden Pass qui sont des voies pavées d'or que si les équipes applicatives suivent, on sait elles savent qu'elles auront le support associé, l'outillage associé et tout qui va bien pour que leur projet marche bien et vite. Et donc du coup, ces Golden Pass, ça ne peut pas être que de la documentation, parce que si on doit se lire une documentation de chacune des plateformes pour pouvoir bien travailler, on ne va pas forcément aller très vite au début. Et c'est là où arrive un petit site challenger là, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Backstage, qui est un outil qui a été créé par Spotify il y a quelques années maintenant, qui en gros est le portail du développeur dans une entreprise et qui offre une feature qui est le templating de projet. Donc du coup, pour favoriser l'adoption des notions d'infra as code, de bonnes pratiques de développement, de déploiement sur des containers et autres, on va avoir nos équipes plateformes qui vont templatiser leur Golden Pass et pousser ça dans Backstage. Et du coup, moi, si je suis une équipe applicative, je vais aller dans l'outil Backstage, je vais dire, écoutez, je veux mon application Java, mon back Java, mon front en Angular, et je veux une base en Pass Postgre, par exemple. Donc il va choisir ça dans Backstage, ça va générer un projet GitLab de manière automatique, et le projet GitLab aura les briques de base pour du développement back-end, du développement front-end, et de l'infra as code. Et donc c'est la manière qu'on est en train d'implémenter pour faciliter l'adoption de ces nouvelles pratiques qu'on veut pousser au sein de l'entreprise. Et par contre, on a toujours nos utilisateurs qui sont ce qu'on appelle les power users ou advanced users. L'objectif, c'était toujours de leur fournir la capacité à venir consommer de l'infrastructure, nos modules Terraform, nos modules Ansible,
Enfin voilà, toute cette partie-là, il fallait toujours leur laisser la possibilité de venir le consommer et de leur donner toute l'autonomie dont ils avaient besoin, notamment sur les plus gros projets qu'on pouvait avoir. Et donc du coup, pour arriver à ça, là on va faciliter la création d'un projet from scratch avec ces briques techniques qui seront présentes, mais pousser des briques techniques sans les expliquer, sans les faire adopter par nos utilisateurs, ça sert à rien. Donc du coup, on va avoir un premier levier pour pousser ces nouvelles pratiques, qui sera la formation. On va pousser on a commencé à pousser des formations autour de Terraform, d'Ansible, les pratiques d'infra as code en règle générale, les nouvelles façons de travailler. Et ça, du coup, avec notre centre de formation au sein de Michelin. Ouais, alors donc là, ça veut dire que là, typiquement, côté Cloud Platform, nous, on donne une 10-15 formations par an sur la manière dont ce que c'est que le cloud déjà d'un point de vue général, et puis derrière ce que c'est que le cloud chez Michelin. Donc avec toutes les particularités, je vous parlais de la landing zone tout à l'heure, de la manière dont on consomme, etc. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a investi. Et puis je pense que comme vous tous, dans chaque entreprise, on s'est vite rendu compte qu'il y a un moment, ok, il y a les personnes qui ont un certain intérêt pour venir consommer, qui sont beaucoup d'appétence sur les nouvelles technologies, sur comment mieux travailler, être plus autonome. Par contre, on a atteint le haut de la courbe. Et là maintenant, on est plutôt dans une phase où on va chercher les gens. Et l'objectif, c'est quand même de régulièrement les nourrir avec de la nouveauté, sans trop les perdre. Forcément, ça c'est aussi un des risques, mais de les nourrir avec de la nouveauté, des nouvelles manières de consommer, pour que qu'on arrive à les tirer et les emmener vers ce qu'on vient de vous présenter. Deuxième point aussi, on a travaillé autour de l'expertise, c'est-à-dire que chez Michelin, on est une entreprise industrielle. La technique, pour les financiers, ce sont des fichiers Excel. Et donc c'est très compliqué. En fait, c'était très compliqué d'avoir ce qu'on appelle les carrières PAF chez nous. C'était soit métier, donc très orienté autour du pneu, soit côté management. Autant vous dire, personnellement, le management m'intéresse pas et j'ai pas encore envie de faire des pneus. Donc donc il y a eu quand même des choses qui sont apparues. On a travaillé avec les différentes personnes qu'on a chez nous, enfin les gens avec les barrettes, on va dire. Et puis aussi avec notre CIO qui est arrivé il y a 2018, c'est ça, Yves Cazot. On a travaillé vraiment sur comment on peut redonner de l'envie de continuer, de se dire que en fait Michelin c'est pas forcément qu'une étape de 2-3 ans, mais qu'on a la possibilité de suivre un carrière PAF dans le monde de l'expertise technique, et ça c'est quelque chose qui était important. Donc on parle de l'expertise networking, donc le but c'était derrière ça, c'est de rassembler en fait tous les techs, parce qu'on se connaît pas tous forcément, comme on l'a dit, on est 4500, on est répartis, on a des gens qui sont en Inde, à Pune, on a des gens en Chine, on a des gens aux US, au Brésil, il y en a partout, et l'objectif c'était vraiment de créer ce réseau et les différents maillons de la chaîne autour de l'expertise. Et le dernier point, alors ça, on recrute, s'il y en a qui veulent venir rejoindre l'aventure, la belle aventure Michelin. Donc on recrute, il y a un petit QR code là si vous voulez. Ça vous emmènera aussi sur notre blog IT. Globalement, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On explique un petit peu les différentes choses qu'on arrive à accomplir chez nous. Donc là, on vous a parlé sur les pans infrastructure. On fait beaucoup de données, de plus en plus de données. La data, ça devient un peu un des leitmotifs de la vision de notre CIO. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vous donnera une idée des différentes technologies qu'on aborde, sachant qu'on vous a montré une petite partie qui est très orientée infrastructure. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Du coup, s'il y a des questions. Merci beaucoup pour le partage. La question que je me pose, c'est la gouvernance et puis la compliance. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui qu'un dev ne va pas poser une infrastructure avec 64 Go par exemple ? Alors il y a une partie où je vais parler moi de 4X plutôt, où du coup déjà via cette application-là, on avait mis un workflow de validation pour justement des requêtes qui pouvaient être un peu gourmandes. Donc il y a la voie un peu standard, s'il demande une VM classique, ça sera auto-approuvé, il aura son infra de manière libre. Par contre, s'il demande un truc avec SaintVainqueur ou que sais-je, là il y aura une validation de quelqu'un qui gère, au moins sur la partie on-prem, le capacity planning.
qui est quand même important. Vous n'avez pas un outil de policy as code, par exemple, comme... Et là, on switch sur la partie cloud maintenant. Alors ouais, effectivement sur le cloud j'en ai parlé, donc quand on parle de gouvernance on parle du FinOps déjà, donc ça tire déjà pas mal de pratiques de surveillance entre guillemets. On utilise beaucoup, on travaille aussi avec l'implémentation d'un CSPM, mais avant ça, on avait déjà commencé à régler régler cette problématique, notamment en jouant sur les policies. Donc, c'est-à-dire que les cloud providers viennent aussi avec une sorte des gardiens, on va dire, donc qui sont les policies. Donc, ils nous ont permis déjà de dire bon, bah, ok, maintenant quand on consomme une VM, on la consomme de telle manière, parce que derrière, on vous l'a dit, hein, c'est pas juste un clic, c'est pas juste consommer une API, dire bonjour, je veux une VM. C'est derrière nous, il y a toute une automation qui est faite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la VM apparaît côté Azure, derrière, il y a des centaines d'événements qui partent un peu partout, donc qui vont vers AWX, qui vont vers d'autres outils d'automation qu'on a chez nous, qui permettent de hardener ou de définir en fait la manière dont va être créée la machine. D'accord ? Donc à travers ça, voilà, ça fait partie des quelques garde-fous qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on travaille aussi sur l'implémentation d'un CSPM, mais voilà, globalement, il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont été faites à travers la landing zone aussi. La landing zone, c'est pas juste une belle image. Derrière, ça veut dire comment je gère les groupes, comment je fais du zero trust typiquement, comment je m'assure que ça drifte pas, pardon. C'est-à-dire que toutes les nuits, notre code base est exécuté pour être sûr que si jamais il y a un drift, et suivant les drifts, il y en a certains qu'on corrige, on fait de l'auto-remédiation. Sur d'autres, on va plutôt dire ok, je remonte une alerte pour traiter le problème et peut-être poser la question à la personne, mais pourquoi tu as fait ça ? Pour les drifts, justement, vous n'utilisez pas des merge requests au niveau des... Alors si, en fait, quand je parle de code base, nous derrière c'est du GitLab, donc on utilise GitLab CI/CD, Terraform, et derrière ça en fait on a des pipelines qui sont joués régulièrement et qui s'appuient sur notre code base en disant bon, voilà, ça c'est ce que toi tu as défini, monsieur le chef. Maintenant je vais faire tourner ça et puis je vais voir les différents drifts que je vais pouvoir trouver au sein de l'infrastructure dans tout ce que tu as provisionné. Ok, super. Juste une dernière question. Ouais. L'expression de besoin dans la partie Git, vous la faites comment ? Avec du JSON, du YAML ? Enfin, vous avez du code spécifique, c'est quoi ? Alors, l'expression de besoin... Concrètement, j'ai une infrastructure. Je veux mon infrastructure. Comment je peux vous la définir ? Comment je peux la définir pour vous la demander ? Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il y a deux moyens. Soit tu passes par Dcatrix, maintenant Backstage, qui te dit, voilà, sur des besoins très standards, la plupart du temps, on va dire, je ne sais pas après en termes de pourcentage, mais on est à 70%, ce sont des demandes qui sont très standards. J'ai un front, un back et une base de données. D'accord ? Donc ça passe à travers Dcatrix et bientôt Backstage, donc à travers du templating. Et après, nous, de notre côté, quand on a des demandes qui changent un petit peu du commun de ce qu'on peut avoir, là, il y a tout un workflow de validation. Ça passe avec du ServiceNow, avec des validations. Et ça, c'est à travers l'organisation. On a des architectes dans les différentes BU. On a des personnes qui surveillent ces parties-là pour éviter justement les dérives un peu trop fréquentes. C'est un mix, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mix entre la technicité, donc la technique, ce qu'on peut faire autour des pipelines CI/CD, de Terraform, de la gestion du drift, mais aussi d'un point de vue organisationnel. Il ne faut pas voir ça comme étant soit d'un côté, soit de l'autre. C'est vraiment les deux choses combinées qui font qu'à la fin, ça fonctionne. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Raph. J'ai tout dit. Merci. Ouais, plus de questions, je crois qu'on vous a fatigué avec notre on-prem et notre cloud. Du coup, merci beaucoup. Je crois qu'on est dans les temps, donc c'est parfait. Merci.
sitting in